Paris rive gauche. C'est ici qu'est née la cité parisienne, il y a 2000 ans. Et l'on sait exactement à quel endroit. Rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement. Donc c'est ici que tout a commencé? Oui, on peut dire que c'est le point zéro de la ville, puisqu'on est sur le point le plus haut. En bas, nous avons la Seine. Là, nous sommes sur le sommet de la montagne Sainte-Geneviève. Et donc, on peut imaginer que c'est à cet emplacement-là que les géomètres, les arpenteurs romains ont installé leurs instruments pour tracer un premier jalonnement qui sera le jalonnement fondateur de la ville romaine. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'avant, ici, il n'y a rien. Il n'y a pour ainsi dire rien. Peut-être un cantonnement de cavaliers auxiliaires gaulois au service de Rome qui sont à l'initiative ou à l'origine de cette ville. Cette rue Saint-Jacques, la rue des origines, la voici telle que vous ne l'avez jamais vue. Nous sommes à la fin du 1er siècle. Cette longue rue qu'on appelle le Cardo permet de traverser toute la cité en 20 minutes à pied. C'est l'axe principal de Lutèce, ville nouvelle, bâtie en quelques années seulement, sur la rive gauche de la Seine, ainsi que sur l'actuelle île de la Cité. À son apogée, Lutèce compte 5 à 10 000 habitants. C'est une ville moyenne, enrichie par le commerce fluvial. Une ville privilégiée, que ses fondateurs ont parée de splendides édifices. Le plus monumental d'entre eux, le Forum, aujourd'hui détruit, se dressait au sommet de la montagne Sainte-Geneviève, au pied de l'actuel Panthéon. Alors ici, on est à l'intérieur du Forum, donc c'est un ouvrage monumental. Là, il y avait une énorme basilique, et de l'autre côté, en face, le temple, c'est là qu'on rend le culte impérial. C'est un ouvrage qui faisait près de 200 mètres de long pour près de 100 mètres de large. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est le cœur même de la vie civique, et donc l'emplacement où se règlent toutes les affaires de la cité. Le Forum, il y a 2000 ans, domine toute la ville de Lutèce. Ce bâtiment gigantesque est un emblème politique très puissant, l'emblème de la suprématie romaine. Entouré de petites échoppes, ce forum est à la fois une place publique et une aire sacrée. Devant le temple, on vient s'instruire de la vie de la cité. On rend hommage à l'empereur et aux dieux, et l'on pratique même quelques sacrifices d'animaux. C'est ici que s'affichent les notables, et en particulier les notables d'origine gauloise. Le génie de Rome, c'est de s'être appuyé sur les élites locales, c'est-à-dire les élites gauloises, qui se sont ralliées avec un certain enthousiasme à la puissance romaine. C'est une élite qui est resserrée, qui concentre beaucoup de pouvoir, beaucoup de richesses, mais qui est le relais indispensable de Rome pour contrôler les populations gauloises. En contrebas du Forum, un autre site monumental. Il se trouve juste à côté du théâtre. Ce sont les thermes romains que les élites gauloises ont très vite adoptés. Une partie de ces thermes existe encore, derrière le musée de Cluny. Au-delà de cette grille, nous découvrons d'abord les vestiges de l'ancienne palestre. Les visiteurs venaient y pratiquer un peu de sport avant de rejoindre les bains. Oui, l'eau, c'est très important dans l'urbanisme romain. On l'a fait venir de très loin. Pour cela, on construit des ouvrages monumentaux, des aqueducs, dont on a retrouvé beaucoup d'éléments à l'intérieur de la ville romaine. Et ces aqueducs irriguent véritablement toute la ville romaine, les principaux thermes, puisqu'il faut savoir qu'à Lutèce, il y avait beaucoup de thermes, des thermes publics, mais aussi des thermes privés. Donc c'est vraiment l'élément fondamental de la vie à la romaine. Ça témoigne de la richesse et de la réussite des Lutétiens. Ces thermes formaient un front monumental face à la Seine. On pense maintenant qu'il y avait en façade une fontaine monumentale et peut-être avec une statue de l'empereur. Mais ça reste à discuter. Et donc ça montre très bien ce qu'on appelle l'évergétisme, qui était un peu le sponsoring de l'époque, c'est-à-dire le fait que l'empereur donne de l'argent pour réaliser un programme monumental important qui le glorifie et qui manifeste sa splendeur. Derrière cette façade,
Un décor majestueux, extrêmement coloré. Les Lutétiens viennent ici se détendre durant des heures, car les thermes sont à la fois un lieu d'hygiène et de convivialité, un art de vivre à la romaine. Nous sommes dans le frigidarium, la salle froide, la plus vaste de tout le bâtiment. Aucun autre frigidarium en Gaule ne possède des voûtes aussi élevées, 14 mètres sous plafond. Ces voûtes gallo-romaines sont toujours en place, mais très endommagées. Pollution, poussière, dégradation se sont accumulées au cours des siècles. Une équipe de restaurateurs travaille depuis des années pour nettoyer toute la surface et pour consolider les matériaux antiques encore existants. Un chantier ambitieux que dirige Véronique Legout. Ici, c'est vraiment tout à fait exceptionnel. Bon, il y a la taille absolument incroyable de cette salle. Et puis, ce qui est très émouvant ici, c'est la perfection des volumes. Dans chaque espace, ici, donc, on a 4 murs de plein cintre. On a mesuré, c'est rigoureusement les mêmes mesures. Ça y est, vous avez préparé les couleurs? Mission délicate pour Véronique. Elle doit reconstituer toutes les couleurs des enduits gallo-romains. Sa recette, un mélange de pigments naturels et de chaux. Est-ce qu'on n'aura pas besoin d'avoir une petite terre un peu froide? Parce qu'on risque d'être un petit peu trop rose peut-être, non? Restituer la matière d'origine. Oui. Retrouver les techniques gallo-romaines. Oui, ça devrait aller, d'accord. Il a une jolie couleur comme ça, un peu dorée, c'est pas mal. Hein. Tout cela est devenu une passion pour Véronique. Avec les enduits antiques, on a vraiment le meilleur, le plus beau pour la Gaule au niveau de la maîtrise des matériaux et de la technologie. Donc des matériaux très simples, toujours les mêmes, mais avec une maîtrise parfaite de l'emploi de ces matériaux. Et c'est vraiment, même pour nous, c'est toujours quelque chose d'étonnant. Jour après jour, Véronique et son équipe explorent ainsi le passé. Chacun de leurs gestes est une façon de se rapprocher des bâtisseurs de Lutèce. Donc ici, cet enduit que vous voyez là, c'est le premier enduit qui a été posé. Il faut imaginer une pâte assez molle, un peu humide, qui est posée comme ça pour dresser le mur. Donc déjà rien que cette couche, elle fait au moins 1 à 2 cm d'épaisseur. On voit ici, c'est très joli, on voit vraiment les gestes de la personne. Donc on voit vraiment, ici c'est l'arête quand il s'arrête. Donc on imagine qu'il le prend, qu'il le dresse comme ça, il s'arrête ici. Hop, on a la petite crête. Il reprend un petit peu ici, il y a une crête. Ici. Ici. Et là, on a quelques vestiges de couleurs. Donc là, il s'agit d'un bleu et d'un noir. Donc à ce point-ci, on voit très très bien le bleu. Ça a l'air d'être un bleu magnifique, c'est peut-être un bleu azurite. C'est très très beau. Une infime trace de couleur qui permet aujourd'hui d'imaginer toute cette voûte parée d'un bleu intense. Les autres couleurs d'origine n'ont pas survécu, à moins de descendre sous terre. Direction les sous-sols. Il y a 2000 ans, se trouvaient ici les locaux techniques où travaillaient les esclaves chargés du bon fonctionnement des thermes. Ces sous-sols ont conservé leur voûte d'origine et quelques couleurs aussi rares que précieuses. Alors, nous arrivons ici dans la salle des enduits. Donc on l'appelle la salle des enduits parce que c'est le seul espace qui a conservé les enduits peints antiques. Ce sont les seuls enduits colorés de Lutèce encore en place. Un témoignage fragile. Mais bon, on a quand même la chance d'avoir conservé un très beau fragment ici où on a non seulement le fond de couleur avec ce joli rouge si célèbre comme on le voit en Italie, mais on a aussi des petites traces de décor avec ces petites bandes. Donc cette bande noire ici, il faut l'imaginer satiné, presque brillant. Donc ça veut dire que de Rome jusqu'à Lutèce, on retrouve les mêmes rouges, les mêmes couleurs? Oui, en tout cas les mêmes modes, les mêmes usages, ça c'est certain. Il y a un goût, on n'a pas envie d'être plus original que le voisin, au contraire il y a une espèce de standard, et on va donc retrouver ce goût, ce type de décor dans toute la Gaule. À quelques mètres de là, dans un coin discret, Véronique est intriguée par un autre mur gallo-romain. Il n'a jamais été nettoyé. J'espère trouver de la couleur dans tout ce gris. Enfin, retrouver de ce beau rouge antique, peut-être un filet noir si on a de la chance.
Pour le moment, je vois que le passage du temps, 18 siècles de poussière, plus ou moins durée à la surface. Donc là, c'est plutôt j'écarte les voiles. En 5 minutes à peine, la couleur tant espérée se dévoile. Là, donc là, je vois vraiment effectivement le fond rouge qui apparaît. Cette terre rouge, superbe. Et on voit bien qu'ici, il y a un angle marqué par une bande noire. C'est pareil, le noir, ici, on peut apprécier l'intensité de ce noir et donc le contraste que l'on a entre ce noir. Donc c'est vraiment la chose la plus profonde, la plus foncée. Et ce rouge très fort, très intense aussi. Lutèce, c'est vraiment un trésor bien caché. C'est un trésor bien caché qui se mérite. Il faut venir le chercher patiemment dans tous les petits recoins. Si les thermes de Lutèce sont aussi colorés et luxueux, c'est que la beauté est une affaire très sérieuse dans le monde romain. Autour des thermes, on trouve d'ailleurs de nombreuses échoppes dédiées à la toilette, aux soins du corps et aux cosmétiques. Mais comment se maquillent les femmes de Lutèce? Quelle poudre, quels onguents, quelle crème utilisent-elles? Que contenaient leurs petites fioles de verre coloré? Des fioles aux formes élégantes, parfois même surprenantes. L'une d'entre elles semble renfermer les restes d'une huile parfumée, une huile aujourd'hui solidifiée. De véritables énigmes que les scientifiques peuvent désormais résoudre grâce à la très haute technologie. Rendez-vous Porte des Lions, au Louvre, sous le Palais, au centre de recherche et de restauration des musées de France. Un site souterrain, stratégique, pourvu de matériel scientifique haut de gamme, comme cet accélérateur de particules. C'est toujours un peu impressionnant pour moi d'imaginer qu'on va faire dire leurs secrets à ces objets qu'on a vus ensemble. Isabelle Bardiès-Fronty prépare une exposition consacrée à la beauté dans l'Antiquité. Avec Philippe Walter, chercheur au CNRS, elle essaie de décrypter les secrets de beauté des Romaines. À l'étude, ce jour-là, un échantillon de poudre, un phare de couleur rose, retrouvé à Cologne, en Allemagne, dans une tombe romaine. Première étape, l'analyse au microscope. Il est très homogène. On voit vraiment une poudre fine. Ce qui, moi, me fascine de plus en plus, c'est combien il y a une forme d'harmonie dans cette romanisation. Les produits sont un peu les mêmes à Pompéi et à Cologne. Il y a une véritable, à la fois dans la chronologie, parce que tout cela se déroule sur plusieurs siècles, mais aussi dans l'espace de ce monde romain, il y a une vraie, finalement, norme de produits, une vraie industrie qui est une industrie du luxe. Et ça me fascine vraiment. On se coiffe à la romaine, on se fait belle comme la romaine, on s'habille à la romaine. C'est vraiment un phénomène, effectivement, civilisateur, un modèle de société qui est offert et qui présente certains aspects très agréables qui sont adoptés finalement dans une Pax Romana, sans pour autant renier totalement les origines d'une culture celte très forte encore. Deuxième étape, la diffraction des rayons X. Philippe Walter étudie cette fois la composition minérale du phare. Et surprise, cette composition se révèle complexe. Il y a eu tout un développement de savoir-faire, un développement de technologie, parfois qu'on peut considérer comme très sophistiqué, encore aujourd'hui, pour réussir à élaborer ces matières. Vous vous rendez compte, par exemple, ce produit rose a réussi à résister au temps. Ils ont utilisé des colorants qui ont persisté pendant plus de 2000 ans et qu'on retrouve quasiment intacts encore aujourd'hui. Dernière étape, enfin, la reconstitution du phare rose. Celui-ci est à base de racines de garance, une plante peu commune. Cette reconstitution est désormais possible grâce à toutes les analyses les plus pointues menées depuis 15 ans dans ces laboratoires. 10 minutes de manipulation pour obtenir une poudre aux teintes très variées, du rose le plus clair
au rouge le plus foncé, selon le choix. Une poudre, finalement broyée dans un mortier. Comment vous la trouvez, cette poudre que vous obtenez là? Elle est très fine, elle est très jolie, très éclatante. Donc, à mon avis, très agréable à utiliser. Elle ressemble à celle qu'on utilise aujourd'hui? Elle ressemble aux cosmétiques actuels. Lutèce, ville de plaisir, ne possède pas seulement des thermes et des boutiques. À l'horizon se dresse un autre édifice, l'orgueil de la cité. L'amphithéâtre de Lutèce, l'un des plus grands amphithéâtres de Gaule. Cet édifice monumental, bâti sur le modèle des amphithéâtres de Rome, connaît un succès considérable auprès des populations locales. On y donne des spectacles grandioses, accompagnés de fêtes en l'honneur des dieux et de l'empereur. Cet amphithéâtre est donc lui aussi un emblème, celui du ralliement à la culture romaine. Les arènes de Lutèce, les voici aujourd'hui. Un jardin public, avec des gradins restaurés au début du XXe siècle. Ces arènes sont désormais situées en pleine ville, ce qui n'était pas le cas il y a 2000 ans. L'amphithéâtre était à l'écart de Lutèce car ses dimensions importantes empêchaient son intégration à l'intérieur de la ville, mais surtout parce que cela permettait de faire venir toute la population des alentours, puisqu'il pouvait accueillir 17 000 personnes. Cela dépassait largement la population de Lutèce. On donne ici sur le podium des représentations théâtrales, chantées et dansées. Mais le clou du spectacle, ce sont les chasses de bêtes sauvages. Et bien entendu, les combats de gladiateurs. Que subsiste-t-il de ces combats sanglants qui tenaient en haleine 17 000 personnes? Un seul vestige, des niches en pierre au bord de la piste. Nous sommes dans un carcère, c'est une sorte de cage où l'on enfermait les bêtes avant leur entrée dans l'arène. On pense qu'on pouvait aussi proposer aux gladiateurs de se recueillir, de se concentrer quelques instants avant le combat, dans ces petits espaces fermés. Au premier rang se tenaient les spectateurs fortunés. Ils possédaient leur place réservée sur des gradins gravés à leur nom et recouverts de coussins. Des spectateurs privilégiés, assis au plus près des gladiateurs, les grandes stars de l'époque. On les célébrait partout. On a même créé des objets à leur effigie, comme cette pièce exceptionnelle que Sylvie Robin nous a apportée. J'ai dans la main le seul gladiateur de Lutèce, qui est sur une lampe à huile, découverte il y a quelques années dans une fouille du 5e arrondissement, rue Pierre et Marie Curie. On voit bien le personnage casqué, portant un bouclier rectangulaire et une épée courte. Il a coincé sous son bras une amphore qu'il a sans doute gagnée lors d'un combat. C'est une pièce précieuse, hein, celle-là. C'est une pièce précieuse parce qu'elle est unique à Lutèce. Imaginons que nous sommes à Lutèce en fin d'après-midi. Les combats de gladiateurs viennent de se terminer. La foule des spectateurs reprend le chemin du centre-ville et se disperse dans les rues. Voici l'une de ces rues, très commerçante, avec de petites boutiques ouvertes sur l'extérieur. Boutiques de fruits et légumes, boutiques d'artisanat, boulangerie pourvue de vastes fours. Sans oublier les tavernes, où l'on vient discuter, manger et boire. De la bière, mais surtout du vin, introduit avec succès en Gaule par les Romains. Un Lutèce disparu que les archéologues remettent au jour depuis 20 ans sur la rive gauche. Notamment à l'intérieur du collège Sainte-Barbe. En 2004,
Dans la cour de ce collège, Sylvie Robin a participé à un vaste chantier de fouilles. Un chantier presque un défi pour retrouver le quartier d'origine avec son cadastre gallo-romain. On a hérité de ce cadastre? Alors Lutèce a totalement façonné le Paris d'aujourd'hui sur la rive gauche, puisque le premier tracé gallo-romain qui a été fait au début du 1er siècle perdure jusqu'à nos jours, tout autour de ce quartier, la rue Valette, le boulevard Saint-Michel, la rue Saint-Jacques, sont autant de traces de cette première urbanisation. 6 mois de fouilles entre les hauts murs de ce collège. 6 mois de travail minutieux, patient. Finalement, les archéologues ont réussi à remonter le temps jusqu'au 1er siècle de notre ère. Et ils ont retrouvé ce quartier de Lutèce. Ici, des vestiges de maisons gallo-romaines, avec des fragments de peinture murale. Un peu plus loin, un four à chaux bien conservé. Bref, tout un îlot d'habitation qui sort de l'oubli et qui témoigne du cadre de vie des Lutéciens. Pour Sylvie, les découvertes y sont très précieuses. Alors on a énormément de peintures, de restes de fragments de peinture murale. Alors, il y a des couleurs très variées, de très belle qualité. Là on a des noirs très bien conservés, des rouges. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors voilà des fragments plus rares des corps de fleurs sur fond blanc. Les archéologues peuvent enfin concevoir une maison lutétienne. C'est une maison plutôt cossue. La visite commence côté cour. C'est un décor très riche, très varié. Il est évidemment basé sur les modèles importés de Rome, qui ne sont pas toujours recopiés à la lettre, donc quand même une grande liberté d'interprétation, et aussi des innovations dans la couleur, donc un répertoire toujours surprenant, mais pas très élaboré. La salle à manger est la plus richement décorée. On y prend le repas du soir, volontiers allongé sur des coussins, à la romaine. Les repas sont préparés par les esclaves en cuisine. Repas simples ou plus sophistiqués, avec des huîtres par exemple. Voici des huîtres du IIe siècle. On mangeait plutôt bien à Lutèce. La vaisselle elle-même en témoigne. Soigneusement restaurée, cette vaisselle gallo-romaine est conservée à l'abri des regards, dans les réserves archéologiques de la ville de Paris. Grâce à elle, il devient aujourd'hui possible d'imaginer les repas et les cuisines de Lutèce. Vous avez des marmites qu'on met directement dans le feu et qui servent à cuire des bouillies ou alors des sortes de pot-au-feu, de viande cuite pendant une longue durée. Et vous avez aussi ce genre de plat qui sert à cuire des galettes, du pain, qu'on pose dans un four. Ça, c'est une nourriture assez gauloise que vous décrivez, les bouillies, les galettes. Voilà, ça c'est une nourriture de tradition gauloise qui est essentiellement à base de céréales et de légumes. Et à certaines occasions, on mange donc de la viande, du porc essentiellement, mais aussi des poissons qu'on pêche dans la Seine. Les Romains, eux, ont introduit à Lutèce la cuisson à l'huile. Les aromates et les épices, les saveurs sucrées-salées, mais aussi de la vaisselle de table plus décorative, plus raffinée, comme ces vases de céramique conservés au musée Carnavalet à Paris. Bref, un art de vivre gallo-romain s'est épanoui à Lutèce entre le IIe et le IIIe siècle. Une culture métissée et riche dont nous sommes les héritiers. Quant aux monuments de Lutèce, voici ce qu'il en reste aujourd'hui. Côte à côte, d'énormes blocs provenant du forum, des restes de colonnes issus de maisons luxueuses, des morceaux d'aqueducs et d'amphithéâtres, des vestiges émouvants qui ont survécu à la destruction des monuments. Ils nous racontent la fin d'une grande histoire.
À partir du IIIe siècle, Lutèce, comme toute la Gaule du Nord, doit faire face à des invasions, des Alamans, des Francs. Et donc il y a une perte d'activité politique, économique et sociale, dont l'exploitation des carrières. Donc ici nous sommes en pleine nécropole, entourés de sarcophages, mais la particularité c'est que ces sarcophages sont construits avec des blocs récupérés sur les monuments qui ont été abandonnés sur la rive gauche. Les monuments romains. Les monuments romains ont donc une deuxième vie et à travers la création de ces sarcophages. Un symbole, ce sarcophage du IVe siècle, creusé dans le tambour d'une colonne lutétienne. On voit bien les torsades sur le fût et les trous de scellement qui apparaissent de chaque côté, les traces de ciseaux de l'ouvrier qui a retaillé tout l'intérieur de la cuve. Donc c'est la fin de Lutèce et le début d'une nouvelle histoire. Oui, c'est la fin de la Lutèce romaine et le début de Paris, puisque le nom de Paris est mentionné pour la première fois au IVe siècle. Paris, désormais fasciné par l'histoire de ses origines. L'histoire spectaculaire d'une ville romaine créée en plein territoire gaulois. Une ville d'origine modeste, devenue prospère, majestueuse, ambitieuse. Un modèle de ville gallo-romaine qui a vécu dans la paix durant 2 siècles. Lutèce, pleine de mystères encore pour nous aujourd'hui. Pleine de secrets à découvrir.